Bonsoir à toutes et à tous, c'est le journal magazine du dimanche sur la RTNC. Tout de suite, les grandes lignes. Et dans l'actualité ce soir, Ouvira pense ses plaies, l'administration vandalisée, les sièges de la commission électorale nationale indépendante saccagés, les forces spéciales rwandaises ont tout emporté sur leur passage. La ville s'est remise peu à peu de ses blessures, la frontière avec le Burundi sécurisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous irons sur place pour nous en rendre compte. Médicaments contrefaits, produits cosmétiques non réglementés et prolifération des pharmacies, un dangereux tableau à la base des décès parfois sous silence. Pour renforcer les contrôles dans ces secteurs, l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques s'installe dans le Congo central où ces phénomènes connaissent une croissance exponentielle. Les détails dans un instant dans ce journal. Et les grands formats de ce soir fait les liens entre musique et culture. Chaque note musicale vaut-elle finalement une communication au-delà d'une simple expression musicale? Comment en faire un outil de soft power? La réponse dans les développements de ce journal magazine. Bienvenue à tous. Tout d'abord, notre page actualité. Les développements de la situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que d'autres sujets en bilatéral, c'est l'objet de la visite de travail du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Oyo, au Congo, où il a échangé avec son homologue Denis Sassou Nguesso. On en parle dans ces reportages. C'est samedi 24 janvier, en milieu des journées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traversé le Poul-Malebo à destination de Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso. À l'aéroport international d'Olombo, le chef de l'État a été accueilli par son hôte, initiateur de cette visite éclair. Comme à chacune de leurs rencontres, l'ambiance était très conviviale entre les deux chefs d'État dont le pays reste très lié par la culture, la géographie et l'histoire. Au palais présidentiel de Oyo, les deux dirigeants ont eu un entretien très fructueux sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont discuté du renforcement de liens de bon voisinage et de coopération compte tenu des atouts et du potentiel des deux pays. Les deux dirigeants ont également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et ses défis croissants, notamment les efforts visant l'instauration de la paix à l'est de la RDC. À l'issue de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa solidarité à son hôte pendant les joutes électorales qui se profilent. Je suis venu lui présenter mes vœux, nous sommes encore en début d'année, et lui manifester mon soutien parce que vous savez qu'il va entrer dans une bataille âpre dans quelques semaines. Donc il fallait lui manifester ma solidarité, mon soutien, mes vœux les meilleurs pour les combats qui l'attendent. Et bien évidemment, nous sommes chefs d'État tous les deux. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Donc ça, je vous laisse constater les choses. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Mais le constat est là, il y a des gens qui se sont engagés, notamment à Washington, et qui ne l'ont pas respecté. Mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité. Le président Tshisekedi et Sassou Nguesso se sont engagés à mener sans cesse des consultations régulières servant les intérêts et les aspirations des deux peuples. Dans la soirée, le président Tshisekedi a repris son avion pour Kinshasa.
Les images parlent d'elles-mêmes. Des actes de vandalisme dans la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, après les sièges des forces spéciales rwandaises. Des bâtiments administratifs ont été mis à sac, des commerces pillés par des hommes armés identifiés comme éléments de l'armée rwandaise. Les plus illustratifs, c'est les sièges provinciaux de la CENI. Et aux côtés de ces tableaux, la ville sous protection désormais des forces armées de la République démocratique du Congo reprend progressivement vie. Rigen Chindano et Fiston Wavingana ont sillonné Ouvira pour nous en parler. Du poste frontalier avec les Burundi, à la direction générale des impôts, en passant par la mairie, la voirie urbaine et la commission électorale nationale indépendante, aucun service public de l'État n'a été épargné. La liste des infrastructures vandalisées est exhaustive, les dégâts incalculables. Des tonnes de documents administratifs ont été sabotés, accompagnés des pillages systématiques attribués à la brigade avancée de l'armée rwandaise dans la ville d'Ouvira. Mais au-delà des pertes matérielles, les bilans humains sont tout aussi alarmants. Face à ces situations dramatiques, la population locale appelle à la vigilance. Nous invitons les autorités à renforcer la sécurité et plus de vigilance ici dans la ville d'Ouvira. Les habitants d'Ouvira souhaitent également la réouverture de la frontière avec les Burundi voisins, essentielle à la survie économique de la ville. Et dans un autre décor, la ville de Kananga, dans le Kasaï central, sous la fièvre de l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Kananga se dote également de nouvelles infrastructures. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a inspecté les différents chantiers. Eugénie Dada-Chabani. En prélude de l'inauguration de l'université moderne de Kananga par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, construit à son initiative et sous son leadership, le ministre des Travaux publics, John Banzalunda, est en séjour de travail à Kananga, question de s'assurer de l'état d'avancement des travaux sur les sites universitaires. C'est dans ce cadre qu'il a visité les chantiers derrière l'université. À l'issue de la visite, il a salué le leadership du chef de l'État pour la modernisation de toutes les infrastructures de base dans les 26 provinces du pays. Cette œuvre de grande envergure initiée et construite par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit interpeller chacun d'entre nous et chacun doit faire sa part. Et donc nous avons accompagné cette œuvre. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes plus ou moins sortis du danger et que les entreprises qui sont sur place sont en train de faire le travail. Et donc je dois louer ici le travail de la première entreprise qui a travaillé sur la première érosion et puis le travail des techniciens de l'Office de voirie et drainage et qui continuent d'ailleurs à travailler sur la deuxième érosion. Donc, on va essayer d'accélérer les travaux pour que plus jamais qu'il n'y ait plus de menaces en termes d'érosion. Je vais interpeller les services compétents pour qu'autour de l'université ne soit pas loti ni construit, pour que les systèmes de drainage qui est en train d'être construit continuent à protéger l'université. Et au nombre de ces infrastructures figure l'université de Kananga, mais aussi la route Kananga-Kalambambouji. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, est arrivé sur place. Robert Naï pour les détails. La ville de Kananga s'apprête à accueillir un hôte de marque, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. En prélude à cet accueil, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, est arrivé au chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est dimanche 25 janvier 2026. Le secrétaire permanent appelle la population de Kananga à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux aux garants de la nation. Les partis politiques et regroupements membres de l'Union sacrée de la Nation s'activent pour réserver un accueil chaleureux à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Je suis venu ici comme secrétaire permanent et avec moi plusieurs députés nationaux, plusieurs personnalités qui font partie de l'Union sacrée de la Nation pour préparer un accueil délirant pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, le bâtisseur d'un grand Congo. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango a souligné l'importance de cette visite présidentielle au Kasaï central. On vient ici inaugurer la route Kalambambouji. On ne vient pas ici poser de premières pierres. On vient inaugurer. On ne vient pas ici
poser la première pierre d'une université de Kananga. On vient inaugurer l'université de Kananga, l'une de ces nombreuses universités qui ont été construites depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête de notre pays. Plusieurs infrastructures seront inaugurées, notamment l'université de Kananga. Ce qu'il a fait dans cette province, même les colons n'ont jamais fait, de construire une grande université qui va même bloquer l'exode de nos enfants qui vont aller ailleurs pour étudier. Je peux prendre le cas de Kisangani, de Lubumbashi et Kinshasa. L'inauguration de l'université de Kananga va créer des opportunités éducatives pour les jeunes. Le parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, se prépare activement pour cet accueil. Alors que le dernier préparatif s'intensifie, la ville de Kananga se transforme en une ville en fête, prête à accueillir son président. Et toujours dans la ville de Kananga, les fidèles catholiques se mobilisent également. À Louloua, par exemple, les questeurs du Sénat, Topin Kabongo, a appelé les forces vives à réserver un accueil républicain, selon ses propres mots, au président de la République. Suivez. De 6 heures du matin, le sénateur Topé Kabongo Mukengishaï a pris part à la première messe célébrée à la paroisse Saint-Martin de Katoka 3 à Kananga. À l'issue de l'office religieux, il a été officiellement présenté à l'Assemblée de fidèles. L'abbé curé a salué et remercié le questeur du Sénat pour son accompagnement soutenu aux œuvres sociales de la paroisse. Le sénateur a saisi cette occasion pour sensibiliser sur l'arrivée du président de la République à Kananga. Poursuivant ses activités dominicales, les cortèges du questeur du Sénat a pris la direction du territoire de Kazumba. L'élu du Kasaï central s'est rendu au village Ngomba Dibataï où il a procédé à la concrétisation d'un engagement pris auprès de la population locale. Après la réalisation d'un forage d'eau potable, Topé Kabongo Mukengishaï a remis un poste téléviseur destiné à renforcer l'accès à l'information, à l'éducation civique et au suivi des activités des institutions de la République, en particulier celle du président Félix Tshisekedi. Sur le chemin de retour vers Kananga, Topé Kabongo Mukengishaï a inspecté l'évolution de travaux de réhabilitation de la route numéro 1 de Boulungu jusqu'à Kananga, longue de 64 km. Dernière étape de cette journée institutionnelle, le poste de péage cadre dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le questeur du Sénat a sensibilisé les forces vives et la population locale à l'arrivée imminente du chef de l'État attendu ce lundi à Kananga, chef-lieu de la province. Il a invité la population à réserver un accueil populaire, organisé et républicain au président de la République, dont la visite officielle sera marquée par l'inauguration d'infrastructures d'envergure. De l'ordre, mais aussi le renforcement de la fraternité. Les médecins vétérinaires étaient en réunion pour examiner des questions liées justement à cette corporation. Nadine Kilocho et Moké Malouma. La médecine vétérinaire vise à assurer la santé et le bien-être animal tout en assurant un rôle crucial dans la santé. Les médecins vétérinaires congolais en sont conscients. Réunis à Kinshasa, ils planchent sur la confraternité et le travail d'équipe. L'objectif de leur noble mission leur a été rappelé par Bienvenu Madjoulou, directeur de cabinet à la fonction publique et représentant personnel du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, en présence du docteur Bruno Miteo, président national de la Corporation des médecins vétérinaires de la RDC et chef de la maison civile du chef de l'État. La médecine humaine, la médecine vétérinaire et l'environnement constituent les 3 piliers de base sur lesquels repose la santé universelle. Leur déséquilibre a des conséquences parfois irréversibles. Environ 75% des pathologies humaines sont d'origine animale. Si c'est le vétérinaire qui s'occupe du traitement des animaux qui nous éviterait ces dangers, le médecin vétérinaire mérite la considération de toute la nation. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit totalement le gouvernement de la République sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du secteur de l'agriculture et de l'élevage des leviers de développement à la base de notre pays en proclamant la politique de la revanche du sol sur le sous-sol. Il revient aux médecins vétérinaires à s'exprimer qualitativement sur terrain par des initiatives incitatives et réalistes, à être compétitifs et à travailler avec conscience pour répondre aux attentes du gouvernement et de la nation. En plein congrès, les vétérinaires ont appris la bonne nouvelle de l'alignement effectif des primes de risque professionnels pour corriger les inégalités salariales. Ceci est consécutif aux accords conclus à Bibois dans la banlieue est de Kinshasa. Prolifération des pharmacies et médicaments contrefaits. Le mal paraît profond dans le Congo central. L'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques a procédé à l'installation d'une division provinciale dans la ville de Matadi. C'est un commentaire de Richard Kalala.
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des pharmacies, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP en sigle, élargit son champ d'action. C'est dans cette optique que la division provinciale de l'ACOREP a été installée à Matadi, dans le Congo central. Le vice-gouverneur Prosper Tambidila a réaffirmé l'engagement de la province à soutenir cet établissement public dans sa mission de réglementation, de contrôle de médicaments, produits cosmétiques, denrées alimentaires et autres produits de santé en RDC. Cette déclaration a été faite devant les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé réunis lors de la cérémonie d'installation de cette structure de régulation. Vous avez le soutien de l'administration provinciale du Congo central ainsi que notre accompagnement dans l'exercice de vos missions au sein de notre province. Pour le directeur général de la COREP, Christian Tumbangoï, la création de cette antenne provinciale constitue un signal fort de la rigueur désormais exigée dans ce secteur. Les données disponibles à notre possession pour la ville de Matadi indiquent les inadéquations ci-après à réguler absolument. Seuls 7 établissements de distribution en gros sont autorisés sur les 23 existants. Un seul laboratoire de fabrication régulièrement autorisé sur les 3 qui sont opérationnels. Ces constats justifient pleinement l'implantation urgente de cette division provinciale afin d'assurer entre autres un contrôle effectif et permanent du secteur pharmaceutique. Avec cette installation, la COREP entend veiller au strict respect des procédures liées notamment à l'authentification et à l'autorisation d'importation de produits pharmaceutiques. Le Forum économique mondial de Davos a été au centre de l'actualité économique mondiale et la République démocratique du Congo a été représentée au sommet par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. D'autres activités développées la semaine avec Pierre Kibambeso Moïsa. La ville de Davos, en Suisse, a abrité du 19 au 23 janvier 2026 la 56e édition du Forum économique mondial auquel ont participé des dirigeants politiques, des responsables d'entreprises, des scientifiques et la société civile, tous venus de différents pays du monde entier. Invité à ces grands rendez-vous annuels des dirigeants mondiaux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Davos, ville des Alpes suisses, dans la soirée de dimanche 18 janvier. Outre la cérémonie d'ouverture du forum, le chef de l'État a pris une part active à la session intitulée « Partenariat stratégique sur les minéraux et investissements ». Dotée d'un immense potentiel, la République démocratique du Congo considère qu'il y a une place pour tout le monde au pays, mais à une condition de travailler avec la RDC dans la transparence et dans le respect des intérêts stratégiques. Tout doit être clair, traçabilité, contrat lisible, lutte contre les circuits illégaux, créer de la valeur en RDC par la transformation locale de ces matières précieuses, des emplois, des compétences et des infrastructures. La République démocratique du Congo prône un dialogue fondé sur des règles claires, souveraineté respectée, paix vérifiable et engagement ténu. À Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des activités à marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi Philippe de Belge et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a aussi eu des échanges avec Sultan Ahmed Bin Sulayem, président, directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale à RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité et d'amitié. L'entretien a porté sur les possibilités
du développement des chaînes de valeur agricoles et industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le renforcement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse n'a pas été à marge dans l'agenda des audiences du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a reçu le vice-président de la Confédération. Le renforcement de bonnes relations bilatérales entre la RDC et la Suisse était au cœur de cette entrevue. La série des audiences accordées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturée par la rencontre avec le cofondateur et directeur général des Mercuria Energy Group, une entreprise clé du groupe mondial des matières premières dont le partenariat avec la Gécamine vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et à garantir un accès privilégié au marché ambitieux. Les positionnements de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos à marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution. Après Davos dans les Alpes suisses, où il a participé au 56e Forum économique mondial, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron, qui a accueilli chaleureusement son hôte de marque sur le perron de l'Élysée. Les cérémoniales d'accueil terminées, les deux chefs d'État ont eu des entretiens à huis clos sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans le nord et le sud Kivu en proie aux exactions de l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 et au renforcement de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé à son homologue Félix Tshisekedi le soutien de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux efforts pour parvenir à un cessez-le-feu effectif et vérifiable dans l'est de la RDC. Et de quoi a été fait l'actualité la semaine qui s'achève dans le pays. La situation sécuritaire dans la partie est du pays, les Kwilu qui se met au diapason de la conférence de gouverneurs, d'autres faits marquants de la semaine en 5 minutes avec Serge Merlemata. La commission électorale nationale indépendante a déploré dans la semaine la destruction de son antenne basée dans la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, et le pillage systématique des matériels électoraux et logistiques essentiels au bon déroulement du processus électoral. Face à la situation critique dans la ville d'Ouvira, dans le sud Kivu, à la suite d'atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition AFC M23, le gouvernement de la République a pris quelques mesures d'urgence afin de coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire. À quelques mois de la tenue dans le Kwilu de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces, les travaux de réhabilitation de l'aéroport et des routes de Bandundu-Ville et Kikwit se sont accélérés. Une séance d'évaluation s'est tenue à la primature et l'a portée sur l'évaluation des préparatifs infrastructurels au Kwilu. À Tshikapa, dans le Kasaï, les travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique Lungudu 2 évolue normalement bien, avec pour objectif de renforcer l'approvisionnement en électricité de la ville de Tshikapa et de ses environs. La province du Lualaba a franchi dans la semaine une étape importante dans le renforcement de ses infrastructures de transport avec l'inauguration d'une nouvelle déviation de la voie ferrée reliant les gares de Fungurume et de Kwatebala. Un ouvrage stratégique destiné à fluidifier les trafics et soutenir l'activité minière dans cette partie du pays.
vers l'installation en République démocratique du Congo d'une unité de production et d'assemblage d'engins lourds. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a conclu à cet effet un partenariat concret avec la société chinoise Luigong pour la concrétisation d'un projet axé sur la technologie, l'industrie locale et la formation de la jeunesse. Un centre d'urgence pré-hospitalière pour traiter des cas compliqués sera bientôt installé au sein des centres hospitaliers universitaires du Cinquantenaire. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique lors de sa descente sur le lieu. Au sujet de l'affaire dite Zoye Chombo, Tikaye Akende, 3 policiers ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter sur les marchés. Les acheteurs ont exprimé cette semaine leur peine à s'approvisionner en ces moments. Les vendeurs, eux, ont rejeté plutôt la responsabilité aux grossistes. En page noire, après les derniers hommages lui rendus par ses collègues, agents et cadres de la RTNC et autres professionnels des médias regroupés au sein des différentes associations, les journalistes des informations télévisées et directeurs de l'ICA, RTNC, Médard, Liévin Bouyal Mongala a été conduite en cette dernière demeure au cimetière Nécropole 1 de Lantsélé. Dès les premières notes, le corps qui danse et l'euphorie générale, c'est quoi? Ce sont des masses qui exécutent des pas de danse, parfois en parfaite synchronisation. La musique, finalement, peut-elle se transformer en un outil de soft power? Le grand format de ce soir s'intéresse justement à ces liens, à la limite naturelle entre la musique et la culture. Diane Balaka nous en dit un peu plus dans ses reportages. Chaque 24 janvier, le monde célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. En République démocratique du Congo, cette culture a une voix, un rythme et une identité, la musique. Dans sa diversité et sa richesse, la musique est pour les Congolais la cerise de tous les événements, heureux comme malheureux. Chaque moment de la vie est ici une occasion de savoure et cette merveille qui tisse la toile des relations sociales entre peuples. Pendant la cuisson, la musique accompagne notre travail jusqu'à l'arrivée des clients. Elle met de la gaieté et de la bonne humeur. Bien mieux qu'un simple divertissement, la musique est devenue un véritable outil de communication et de publicité, un vecteur de messages ciblés qui entretient le lien entre culture et mœurs. Oui, bon, la culture, c'est l'ensemble des valeurs, de pratiques, de tout ce qu'on fait finalement. Mais le mœurs, c'est l'expression de cette culture. C'est la façon maintenant d'exprimer cette culture par nos comportements. Comment est-ce que nous faisons nos fêtes? Comment est-ce que nous pleurons nos morts? Comment est-ce que nous réfléchissons? Et tout ça, c'est maintenant dans le mœurs. Cependant, la problématique de l'utilisation de la musique comme outil promotionnel de l'identité culturelle congolaise demeure entière. Notre musique a grande importance dans la promotion de la culture congolaise parce que la musique, en tant qu'art vivant, est un élément fédérateur. Grâce à la musique, avec 450 tribus qui constituent notre pays, grâce à la musique, eh bien, toutes ces tribus-là se retrouvent. Et évidemment, dans cette diversité-là, il y a aussi l'unité. Alors que la question des contenus véhiculés par la musique reste pendante, la rumba congolaise, classée en 2021 patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, joue pleinement son rôle dans la promotion de l'identité culturelle du pays. Il était temps que l'UNESCO puisse se rattraper parce qu'on parlait déjà de l'influence, il fallait simplement une reconnaissance et c'est une bonne chose pour notre musique. Depuis le 14 décembre 2021, si je ne m'abuse, la rumba congolaise est classée dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça, c'est vraiment une belle occasion pour nous de faire la promotion de notre musique à travers le monde. Et bien, si on en est arrivé là-bas, c'est déjà parce que nous en avons fait la promotion, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise à l'époque. Il a beaucoup contribué. La radio nationale y a beaucoup contribué. Puis
nos artistes musiciens, par leur production scénique internationale également, y ont beaucoup contribué. Aujourd'hui, la musique congolaise traverse les frontières, elle fait danser les mondes et valorise la culture congolaise à l'international. Aux Congolais de protéger cet héritage et de les transmettre aux générations futures. D'abord, les jeunes doivent savoir qu'on leur lègue quelque chose, on leur lègue la musique. Bon, maintenant, c'est à eux de conceptualiser, de marquer, de savoir encadrer cette musique-là pour qu'eux aussi, un jour, ils puissent transmettre. En cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, la musique congolaise rappelle qu'elle est bien plus qu'un son. Elle est identité, mémoire et fierté. La conférence des justices constitutionnelles d'Afrique a tenu sa 19e réunion du bureau exécutif à Alger, en Algérie. Il a été question d'évaluer les activités de l'année 2025 et tracer des grandes orientations pour 2026. Edith Chala. Premier vice-président de la conférence des justices constitutionnelles d'Afrique et président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta prend part à Alger à la 19e réunion du bureau exécutif de cette conférence. Cette rencontre a permis aux membres du bureau exécutif d'évaluer les activités menées au cours de l'année 2025 et d'adopter les grandes orientations et projections pour l'année 2026. Intervenant également en tant que président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta a souligné le rôle stratégique de la CJCA dans la consolidation de l'état de droit et de renforcement de la coopération entre les juridictions constitutionnelles africaines. Au cours de cette réunion, il est revenu sur le choix de la République démocratique du Congo comme pays hôte du 8e congrès de la CJCA prévu en 2026. Le président Dieudonné Kamuleta a présenté l'état d'avancement des préparatifs, rassurant ses pairs quant à l'implication effective de toutes les institutions de l'État, en particulier le pouvoir judiciaire du gouvernement congolais, dans l'organisation de cet événement d'envergure continentale. Selon lui, le congrès de Kinshasa sera une occasion pour la RDC de démontrer non seulement son leadership juridique au sein de la CJCA, mais également son hospitalité et la richesse de sa culture. Outre les travaux scientifiques, plusieurs activités culturelles sont prévues en marge du congrès. La transformation locale des minerais critiques et développement de chaînes de valeur, c'est justement la proposition de loi du député national Thierry Mulumba qui était en face des étudiants de l'Université Congo et ceux de l'Université de Kinshasa. On en parle dans ses commentaires. Le débat sur l'avenir de l'industrie minière congolaise a quitté l'hémicycle pour s'installer dans les amphithéâtres universitaires. Devant les étudiants de l'Université Congo à Mbanza-Ngungu dans le Congo central, le député national Thierry Mulumba Mpandangila a tenu le mercredi 21 janvier un exposé en relation avec sa proposition de loi sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales déposée à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2025. La rencontre à laquelle ont pris part les recteurs de cette université, plusieurs professeurs et chercheurs, ainsi que des étudiants venus nombreux s'inscrivent dans une conférence universitaire. La RDC demeure un géant géologique cantonné à l'extraction et à l'exportation des minerais bruts tout en restant marginal dans la création des valeurs ajoutées. Nous exportons des minerais bruts, cela n'a que 10% de valeur de la chaîne. Et si nous restons dans la simple extraction et exportation, eh bien, le peuple congolais ne va pas se retrouver. Il faut passer à une transformation locale. C'est samedi 24 janvier, à l'université de Kinshasa, le parlementaire a réitéré le même exercice dans une salle comble remplie du corps scientifique et des nombreux étudiants. Il y a présenté cette même initiative législative axée sur la transformation locale des ressources minières. Pour le moment, le pays est dédié à des activités d'extraction des minerais qui sont exportés à l'état brut. Et nous voulons encourager le gouvernement et tous les acteurs du secteur à pouvoir rajouter de la valeur à travers la transformation locale. Que ce soit à Kinshasa ou à Mbanza-Ngungu, le message est resté le même. La richesse d'un pays ne repose pas uniquement sur l'abondance de ses ressources minérales, mais sur sa capacité à les transformer et à les industrialiser afin qu'elles profitent réellement au peuple congolais. Et la mine des Moulondo dans le Lualaba aujourd'hui, un site fantôme, et ce, après les drames qui a coûté la vie à plusieurs creuseurs artisanaux. Une commission d'enquête parlementaire est arrivée sur place, sur les lieux du drame même, pour recueillir les témoignages, images et commentaires.
À Moulondo, dans la province du Lualaba, la mine est aujourd'hui plongée dans un calme inhabituel. Bassin déserté, flaques d'eau stagnantes, aucun creuseur en activité. Depuis le drame du 15 novembre 2025, qui a coûté la vie à 35 exploitants miniers artisanaux, le site est à l'arrêt. Pour comprendre les circonstances de cette tragédie, l'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête parlementaire conduite par l'honorable Serge Nkonde Tchembo. La délégation s'est rendue sur le terrain vendredi 23 janvier 2026 afin de recueillir les éléments nécessaires à l'établissement des faits. Sur le terrain, la commission s'est ensuite rendue sur le lieu exact du drame. Les élus ont écouté les explications du responsable de la sécurité avant de recueillir les témoignages des exploitants miniers artisanaux. Depuis le départ du milice national de mines jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Nous ne faisons qu'attendre les autorités. La délégation a également visité le premier bassin où un état des lieux a été réalisé et plusieurs questions ont été adressées aux responsables de Pageclem. Dernière étape de la mission, le deuxième bassin destiné aux exploitants artisanaux. Pendant ce temps, les creuseurs attendent toujours la mise en place des zones d'exploitation artisanale. À Moulondo, l'attente se poursuit dans l'espoir que les conclusions de cette enquête permettent de faire toute la lumière sur ce drame. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est pour très bientôt. Les habitants de communes de Giringiri, Bumbukala, Mukasavubu et Selembao, ici à Kinshasa, vont constater une nette amélioration de la desserte en eau. Eh bien, la Régie des eaux va procéder à la mise en service du 2e et 3e module de l'usine de traitement d'eau de Binzaozone. Serge Merlemata. Sur le terrain pour assurer les respects des délais, les travaux, les raccordements à la nouvelle conduite DN 1400, des transports d'eau potable de l'usine de Binzaozone ont été exécutés simultanément sur des sites, particulièrement au niveau des mosquées à Bandal, Tchibongu. Ensuite, sur l'avenue des Libérations, plus précisément au niveau du rond-point Mollard, le tout en prévision de l'alimentation des grands réservoirs des Makala d'une capacité de 24 000 m3 d'eau par jour. Ces travaux ont consisté durant toute une journée, principalement à la fermeture des vannes pour isoler les tronçons de conduite, puis à l'évacuation de l'eau, avant les travaux proprement dits à la nouvelle ligne de desserte en eau potable aux zones Makala. Nous sommes ici d'abord pour encourager les agents de la Régie des eaux qui, comme vous le savez, sont ici depuis les petites heures de ce matin et vont continuer encore jusqu'au-delà des 1h, 2h du matin pour nous rassurer que l'eau qui est produite au 2e et au 3e module d'ozone vont arriver là où elle est désirée. Parce qu'il y a encore des coins de la ville qui n'ont pas de l'eau, pourtant nous avons quand même assez de liquide à l'usine d'ozone. La Régie des USA intensifie ainsi ses efforts pour renforcer significativement la desserte en eau potable dans la partie centre-sud, jadis déficitaire. Le réservoir va arroser d'autres coins de la ville. Nous espérons atteindre jusqu'à ceux qui sont à Mombélé quand ce réservoir sera rempli d'eau. Malgré des défis majeurs, la direction générale, la Régie des USA, réaffirme son engagement à répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire national. William Kazumba a été suspendu de ses fonctions en tant que directeur général de l'OGEFREM et Emmanuel Mayele assume désormais l'intérim. Il a pris officiellement ses fonctions, nous dit Rodé Panda. Emmanuel Mayele Samba, c'est le nouveau directeur général AI de l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM. Il a pris officiellement ses fonctions ce samedi 24 janvier 2026 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée à la direction générale de cet établissement public. Cette passation intervient à la suite de la suspension de l'ancien directeur général, William Kazumba, sur décision du vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère des Transports et Voies de communication, en présence du président du conseil d'administration, l'honorable Amissi Makutano, le membre du conseil d'administration ainsi que le directeur et cadre de l'OGEFREM. L'ancien DG suspendu a brillé par son absence, constatée par l'officier judiciaire.
Après la signature du procès verbal, le DGAI a été installé dans son bureau de travail par le secrétaire général devant les cadres et agents de l'OGFREM. Le PCA Amissi Makutanom a par cette occasion exhorté le nouveau DG à travailler en franche collaboration avec tout le personnel afin d'accomplir et réussir la mission et la responsabilité leur assignée par le chef de l'État. Nous sommes dans la procédure administrative. Il m'a été instruit justement de suivre cette procédure. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma présence ici en tant que président du conseil d'administration. Et cela se justifie aussi dans le cadre de la mise en œuvre justement de la décision de l'arrêté ministériel susmentionné, ce qui avait été mis au devant de vous. Et bien entendu, nous sommes dans la faisabilité. À noter que le nouveau directeur général AI, Emmanuel Mayele, exerce désormais l'ensemble de pouvoirs, prérogatives et responsabilités liées à cette fonction conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Et voilà, c'est la fin de ce journal magazine du dimanche sur la RTNC sous la coordination de Fifi Mukundi, la supervision éditoriale de Guy Matundou et Jacques Kabwaba, la réalisation de Francel Kongolo et Yolande Voka, à la prise de son Liévin Yoba, à la prise de vue Junior Kufunzuka, à la rédaction Nana Mouzazebo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain matin à 7h Serge Merlin Mata. Je vous retrouve encore une fois à 23h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous. En République démocratique du Congo, les terres des communautés locales font partie